presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par l'affiche d'un film d'horreur. Oui, pas un film de Michel Blanc, dont on a donc appris la disparition il y a quelques minutes. Mais vous pouvez être sûr que, dès demain, la presse va lui rendre un hommage à hauteur de son talent. Non, c'est la une des Échos qui, ce matin, fait effectivement penser à un film d'horreur. Vous y découvrirez une photo sépulcrale d'une foule dont on ne distingue pas les visages. Tels des zombies, ils semblent tous se diriger vers un halo de lumière inquiétant. Et le gros titre est terrifiant. Impôt, qui va payer ? Eh oui, c'est l'angoisse chez le lecteur du quotidien économique qui regarderont fébrilement dans leur journal s'ils font partie des 0,3% de ménages qui vont devoir mettre la main au portefeuille. Quant aux autres, eh bien, c'est beaucoup plus sereinement qu'ils ont répondu à un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro. Et à 77%, ils approuvent l'augmentation des impôts pour les autres. Enfin, pour les autres, comme l'écrit Guillaume Tabar, il faut quand même lire le sondage jusqu'au bout. 71% des personnes interrogées pensent que le gouvernement ne se contentera pas de quelques très gros contribuables et très riches entreprises, mais qu'à terme, la fiscalité augmentera pour tout le monde. J'en reviens à la question posée par les Échos, Olivier. Impôt qui va payer, justement ? Eh bien, du coup, celui qui risque de prendre le plus cher, c'est Barnier. Parce que cette hausse d'impôts met le feu à sa majorité. C'est d'ailleurs le plus gros titre à la une du Figaro. En rompant avec le dogme présidentiel de la stabilité fiscale, il s'est attiré les foudres de ténors macronistes, notamment Gérald Darmanin, qui menace de ne pas voter le budget. Oui, le malaise grandit, constate Fabrice Gliński à la une de l'Opinion. Au-delà de l'irritant fiscal, la résurrection de LR par Michel Barnier et le grand coup de balancier à droite crispe l'ancienne majorité présidentielle. Les graines d'un éclatement du bloc central sont donc plantées. C'est la politique la tête à l'envers, constate Cécile Cornudet. Cela fait des années que l'éditorialiste assiste au petit théâtre de la vie politique. Aujourd'hui, écrit-elle, la pièce n'a plus de décor, plus de texte. Les acteurs improvisent devant nous presque en roue libre. Pendant ce temps-là, les électeurs aussi rebattent les cartes et cherchent leur nouveau chouchou, ajoute-t-elle. Celui qui monte s'appelle Bruno Retailleau, gagnant improbable d'une période politique où rien ne s'est passé comme prévu. Et le perdant, serait-on tenté d'ajouter, selon le même sondage, s'appelle Emmanuel Macron. Il n'a jamais été aussi bas depuis son arrivée à l'Élysée. Seulement 22% d'opinion favorable, observe Bernard Sananès. Le patron des Labs, c'est encore moins que durant la période des Gilets jaunes. Sinon, un drôle d'oiseau ce matin dans les journaux. La chouette d'or et cette incroyable chasse au trésor qui fait la une du Parisien. Alors, j'avoue que personnellement, depuis 30 ans, j'étais passé un peu à côté du sujet, mais à constater l'engouement que cela provoque dans le journal, je m'incline, parce qu'il s'agit de l'épilogue d'une quête mythique, affirme-t-il, dont acte. Alors, si vous avez manqué le début, sachez que depuis avril 1993, des dizaines de milliers de personnes tentaient de résoudre 11 énigmes qui devaient leur permettre de découvrir l'endroit où était enterrée cette pauvre statue représentant une chouette. Beaucoup d'indices les conduisaient jusqu'à Dabo, en Moselle. Dans cette commune, les habitants voyaient ainsi débouler des tas de gens avec leurs pelles et leurs seaux qui venaient faire des trous dans la forêt. Bon, eh bien, ne creusez plus, c'est trouvé. Ouais. Bon, Olivier, qu'est-ce qui nous arrive pour finir ? Oh, tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Ah oui. Lui aussi a sa pelle et son seau, petit ours brun. Et si je vous fais écouter cette entêtante ritournelle, c'est pas parce que je suis dingue, enfin je ne crois pas, c'est pour rendre hommage à une grande dame de la presse. C'est la Croix qui nous apprend ce matin la disparition de Mijo Beccaria. Elle avait 90 ans. Alors son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il y a de fortes chances, si un jour dans votre vie vous avez été enfant, pour que vous ayez lu au moins l'un de ses journaux. En 1966, Mijo Beccaria inventa effectivement Pomme d'Api. Dans la foulée de ce succès, elle participera au lancement de Poppy, Astrapi, J'aime lire, Okapi, Phosphore. En fait, c'est elle qui a inventé la presse moderne pour enfants. Aujourd'hui, Delphine Solière, qui lui a succédé à la direction de Bayard Jeunesse, témoigne. C'est de Mijo Beccaria que nous tenons l'importance donnée à la rencontre et au lien avec le lecteur, peu importe son âge. Ça valait bien un hommage dans une petite revue de presse. Oh non, soyez pas si modeste. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Eugénie, elle le connaît. Moi, je suis une grande lectrice de Pomme d'Api. Faut le savoir. Ah oui. Pour vos enfants, hein. Non, pour moi, pour ma lecture personnelle. Mais pourquoi La Poppy, famille Astrapi ? Choupignon. Ça n'existe plus, ça, la famille, c'était deux. Ouais. Ouais. La famille quoi ? La famille Choupignon. Non, il y a Sam Sam. Sam Sam, Ah oui, ça, c'est Mimi ça. Cracra. Voilà. Vous connaissez pas Mimi Cracra? L'OLM ça. Bon, voilà, chacun ses références. Hein. Il n'a pas la ref, comme on dit chez les jeunes, Pascal.